Bonjour à toutes et à tous. Dans notre premier épisode, nous sommes partis à la découverte de la graine, du semis à la récolte. Alors pour ce nouvel épisode, à votre avis, quel va être le sujet? Allez, je vous donne un petit indice. Bonjour Alain. Bonjour Marion. Alors aujourd'hui, tu me reçois sur un des silos collecteurs et expéditeurs de Dijon Céréales. Et je crois que Dijon Céréales fait partie d'une union de commercialisation qui s'appelle Cerevia. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tout ça s'organise? Effectivement, on est basé à Vénérel-les-Laumes, qui est un silo de la coopérative Dijon Céréales, l'une des 4 coopératives réunies au sein de l'union Cerevia, qui est une union de commercialisation pour le compte de ces 4 coopératives. Les 3 autres étant Bourgogne du Sud, basée à Verdun-sur-le-Doubs, le GE Terre Comtoise basé à Besançon et enfin Oxiane basé à Genasse, qui est dans la banlieue lyonnaise. D'accord. L'union commercialise pour le compte de ces 4 coopératives. Et l'assolement moyen de ces 4 coopératives est composé principalement de blé à 50%, D'accord. ensuite d'orge pour 15%, de maïs pour 15%, d'oléagineux, colza, tournesol pour 15%, et enfin 5% d'espèces autres qui s'inscrivent dans une diversification des rotations qui sont très importantes, comme on le sait dans nos programmes de décarbonation, puisque cette diversification est un des leviers d'action pour réduire l'empreinte carbone des productions agricoles de la région. On m'a dit qu'ici c'était un organisme stockeur, donc vous faites que stocker? C'est quoi le métier ici? C'est un organisme stockeur avant tout, mais l'organisme stockeur dans sa fonction a un rôle beaucoup plus large, puisqu'il a aussi pour rôle d'orienter les agriculteurs dans leur rotation, de les aider à faire des choix variétaux adaptés à leurs exploitations, de les conduire sur leurs itinéraires futuraux pour optimiser leurs charges et améliorer leur rendement, et bien évidemment à la moisson de collecter. Alors tous ne livrent pas la moisson, mais cet organisme stockeur va collecter à un moment donné la production des agriculteurs de telle manière à la mettre aux normes et ensuite la recharger sur les différents moyens de chargement que nous avons sur le site de Vénérel-les-Laumes, c'est-à-dire principalement ici train et camions, mais on est capable dans certains autres silos de charger également des bateaux du fluvial pour ensuite partir sur nos différents points d'expédition sur le marché intérieur comme à l'export. Merci pour ces informations. On va retrouver Martin, qui est data scientist et qui va nous expliquer comment on collecte les données et surtout ce qu'on en fait. Bonjour Martin. Bonjour Marion. Alors aujourd'hui, on est sur le site de Dijon Céréales. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais sur ce site? Oui, alors moi du coup j'anime un pôle qui s'appelle Data Intelligence, qui est le rapprochement entre le service informatique historique de la COP et un service data qui est monté en puissance ces 5 dernières années parce qu'il y a de plus en plus de demandes sur la transformation de la donnée. Donc aujourd'hui ce service, il travaille en articulation parfaite pour répondre de manière la plus efficace possible aux besoins métiers qu'on peut avoir en interne. En fait, c'est un peu comme si on avait un service en interne qui traite des demandes comme une société externe. Et alors, qu'est-ce que tu collectes comme données et comment tu les collectes en fait? Ouais. Alors si on prend le parallèle avec le colza et le sujet des biocarburants qui nous animent aujourd'hui, en fait, nous, on va finalement collecter la donnée comme on collecte une céréale. On va aller dans la parcelle et c'est l'agriculteur qui est la première étape. Il va récolter sa parcelle, mais il va aussi récolter de l'information et saisir dans des outils bien spécifiques une traçabilité de ce qu'il réalise dans sa parcelle. Par exemple, s'il sème son colza, il va renseigner sa date de semis, il va renseigner la parcelle concernée et une variété de colza qu'il va implanter. Ensuite, cette information-là, elle remonte de manière automatique dans nos silos de données, mais elle est encore brute. Donc là, on a un autre profil de data analyst, plus agro, on va dire, qui est en capacité de regarder la qualité de cette donnée, de mettre en place des contrôles de cohérence. Et une fois que ces contrôles de cohérence sont mis en place, de transformer la donnée en données élaborées, beaucoup plus organisées. Par exemple, une empreinte carbone, une empreinte environnementale, un coût économique de production. Et ça nous permet derrière de satisfaire aux différents besoins, dont les besoins de nos clients que sont ces pôles. Ouais, j'allais te demander à quoi ça sert concrètement en fait de prendre toutes ces données. Qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, les attentes de ces pôles, les attentes clients, au-delà de leur volonté de satisfaire à une réglementation qui s'applique sur les biocarburants, être capable de prouver qu'un biocarburant issu de colza est plus vertueux qu'un carburant fossile, c'est ça le jeu. Il y a aussi toute la stratégie de CEPOL de décarboner et d'accompagner cette décarbonation. Et donc CEPOL a comme ça la capacité de voir comment on progresse dans notre trajectoire de décarbonation. Et nous, de la même manière, on a un retour sur le coût technique agriculteur
de la mise en place de ces pratiques. Donc ça permet aussi d'avoir une discussion et de valoriser les mécanismes d'intelligence collective autour du bon prix qui va permettre à l'agriculteur de mettre en place les pratiques qui vont conduire à décarboner le produit final. D'accord, tu fais vraiment le lien en fait entre C'est vraiment le les rôle deux de la entités. COP. C'est ça. D'accord. Au-delà de collecter le grain, la donnée, de la traiter, elle accompagne sur le terrain ces agriculteurs sur le plan technique dans des démarches de décarbonation. Et concrètement, est-ce que ça va modifier un peu leur comportement sur le terrain, dans la façon de cultiver? C'est bien que tu poses cette question parce qu'une des premières valorisations data qu'on peut faire, sans grande complexité, c'est quand tu as beaucoup de données de plein d'agriculteurs différents d'une même région, bah, tu es en capacité anonymement de comparer les agriculteurs sur leurs pratiques et donc indirectement d'animer le fait que chacun va apprendre de l'autre si l'autre il se trouve que ce qu'il fait lui permet d'atteindre ses objectifs de manière plus performante. D'accord. Et donc il y a une notion de partage du savoir qui est catalysée par ce traitement de la donnée en fait. Bah, c'est super utile et super Je te intéressant. remercie. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Et alors maintenant, je vous propose de retrouver Pauline qui va nous expliquer comment la collecte de toutes ces données nous permet d'établir la durabilité de notre biocarburant. Merci Marion. Chez nos partenaires agriculteurs et avec l'aide des organismes collecteurs, nous ne collectons pas que des graines. Nous collectons aussi des données précises et anonymisées pour chaque parcelle. Type d'engrais utilisé, quantité, consommation de carburant des tracteurs, pratiques culturales. Ces informations permettent d'évaluer l'empreinte carbone réelle de la culture. Lorsque l'on dispose de ces données, nous sommes en mesure de faire un calcul plus précis de l'empreinte carbone de notre biocarburant. On peut aussi s'appuyer sur des données statistiques régionales, un peu moins précises. Ces données sont ensuite transmises à nos fournisseurs et intégrées dans un système de traçabilité sécurisé. Chaque lot de colza est suivi du champ jusqu'à ses silos de collecte, puis sa livraison sur nos usines de transformation. Pour garantir cette traçabilité, nous appliquons le principe du bilan massique. Cela signifie que la quantité de colza tracée qui entre dans les silos de collecte de nos fournisseurs doit correspondre à la quantité qui en sort. En d'autres termes, on ne peut pas vendre plus de biocarburant durable que ce que l'on a réellement produit à partir de colza français tracés. Et ce n'est pas tout. Lorsque nous disposons de données réelles et tracées, cela nous permet d'identifier les parcelles sur lesquelles des pratiques régénératrices, comme la réduction des intrants ou la couverture des sols, ont été mises en place. Grâce à cette transparence, nous pouvons les rémunérer de manière ciblée pour leurs efforts en faveur du climat et de la biodiversité. Et les organismes collecteurs disposent d'un levier important via cette rémunération pour engager de plus en plus d'agriculteurs dans les meilleures pratiques agricoles. Et tout de suite, je vous propose de retourner voir Marion, qui est toujours chez un de nos organismes stockeurs. Alors Alain, je te retrouve ici parce que j'ai encore quelques petites questions. Au-delà des rôles de stockage et de conseil, comment tu vois la transformation du monde agricole et l'accompagnement que vous allez faire avec Cerevia? Alors l'accompagnement par Cerevia passe vraiment par tout ce qui est création de valeur pour l'agriculteur. Cette création de valeur passe déjà par la chaîne logistique, optimiser la chaîne logistique, lui donner accès aux meilleurs marchés à l'instant T, puisque les marchés sont très volatiles. Donc être capable de lui donner accès aux marchés nationaux, aux marchés internationaux. Et pour ça, Cerevia, par son organisation, lui donne accès à ces différentes places de marché, que ce soit à l'ouest de la France, à l'est de la France ou au sud de la France, puisqu'on a nos propres installations à Fos-sur-Mer qui lui permettent de pouvoir vraiment être extrêmement agile sur ces différentes places de marché et quelque part d'aller chercher la meilleure valeur pour ces exploitations. Et si on prend par exemple l'exemple de la filière oléagineuse qui nous intéresse, comment ça se traduit concrètement? Alors la chaîne oléagineuse, elle est très intéressante puisqu'elle est justement en économie circulaire. L'agriculteur produit de colza, il est transporté par des camions Logivia que vous avez derrière vous qui roulent à l'oléosan ou via notre flotte de trains qui fonctionnent, dont les locomotives fonctionnent à l'oléosan. Donc on est vraiment dans cette logique d'économie circulaire extrêmement vertueuse qui touche tous les maillons de la chaîne. Derrière cette économie vertueuse, on développe au travers des biocarburants des modes de production dits bas carbone. Quand on parle de production bas carbone, c'est aussi montrer que l'agriculteur est vertueux dans ses pratiques et s'oriente vers des pratiques moins émissives en termes d'empreinte carbone. C'est un bel exemple de la filière des biocarburants. On est également dans l'alimentaire des filières identiques que l'on a développées au travers de notre programme Vert by Cerevia. L'idée étant toujours d'aller chercher de la valeur, créer de la valeur
pour la retranscrire à nos exploitations agricoles. Et alors, si je te demande comment tu vois le rôle d'un organisme stocker dans le futur, ce serait quoi pour toi? Alors je pense que l'organisme stocker doit continuer d'influer sur cette agilité logistique, sur cette création de valeur, puisque les marchés sont de plus en plus incertains, de plus en plus volatiles. Et cette virtuosité permettra d'aider les agriculteurs, de les accompagner dans leur gestion opérationnelle et économique de leurs exploitations. Je crois que c'est un bel exemple de la force du collectif. Je te remercie pour toutes ces infos. Merci Marion. Alors, vous l'avez vu, un organisme stocker, eh bien, ce n'est pas que du stockage. Et Alain nous l'a confirmé, ils font le lien entre des milliers d'agriculteurs qui récoltent une fois par an et des industriels dont les outils fonctionnent 365 jours par an. Mais justement, parlons-en de ces industriels. Je vous propose de découvrir CEPOL dans le prochain épisode. À très vite.